Alors, mon environnement familial est très juridique. C'est-à-dire que mes deux parents étaient juristes, ils s'étaient d'ailleurs rencontrés à la faculté de droit, puis au palais de justice. J'ai un frère cadet qui a été avocat au conseil, maintenant il est à la retraite. Il n'y a qu'un frère aîné qui, lui, est un matheux. Il ne se sent pas bien à cause de ça. Et donc, mon père exerçant la profession d'avocat, après diverses pérégrinations dues à l'occupation, à la période de l'occupation, et il y a des difficultés financières qu'il a eues après. Mais bon, il était donc avocat et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé des études de droit. Et l'idée était, eh bien, quand je serai juriste, je deviendrai avocat et je m'associerai avec papa. Et on a testé ça en troisième année, quand j'étais en troisième année. Il m'a confié un petit travail à faire, des conclusions, je crois. Et il les a revues. Et finalement, aucune phrase n'était bonne, même aucun mot. Et donc, j'en ai conclu qu'on ne pourrait jamais travailler ensemble. Mais néanmoins, j'ai poursuivi ces études de droit, toujours dans l'idée d'exercer la profession d'avocat. Et puis, quand j'étais en quatrième année, mon chargé de TD, qui était l'assistant du professeur David, Sauveur Weiss, qui par la suite est devenu professeur et aussi avocat, m'a dit « Mais pourquoi vous ne tenteriez pas l'agrégation ?» Alors ça ne m'était jamais venu à l'idée, mais au fond, ça m'a tenté. Et surtout, alors ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en ce qui s'appelait DEA, à l'époque, donc Master 1, disons, 2, pardon, Master 2, aujourd'hui, j'ai suivi les cours d'Henri Battifolle. Et alors j'étais tellement enthousiasmé à la fois par ces cours et par la matière que ça m'a donné envie de faire une thèse de droit international privé. Et alors évidemment, si on fait une thèse, ça vous met le pied à l'étrier pour ensuite tenter le concours d'agrégation. Voilà. Et donc toutes vos études, vous les faites à la faculté de droit de Paris? Alors c'était effectivement la faculté de droit de Paris. Quand je suis arrivé, alors je ne sais pas si c'est mon premier DEA ou le second, mais c'était devenu Paris 2. Mais bon, pour l'essentiel, c'était la faculté de droit de Paris et à Assas. Enfin, Assas au moins à partir de la troisième année, parce que pendant les 2 premières années, on était en train de construire Assas. Voilà. Et peut-être, quel est votre souvenir de cette scolarité à la faculté de droit, au-delà de la découverte du droit international privé? Est-ce qu'il y a eu d'autres matières? J'ai eu beaucoup de mal en première année, je ne comprenais pas grand-chose, j'avais du mal, enfin, ça ne me parlait pas. Ça s'est dégagé ensuite à partir de la deuxième année, mais il faut dire que je n'allais pas au cours. Parce que à l'époque, justement, ça c'était en construction, les cours avaient lieu, en tout cas le cours de première année, à l'amphithéâtre de l'ancienne faculté de médecine, rue de l'école de médecine, où il fallait arriver 1 heure avant le début qui était à 1 heure. Donc à 7 heures du matin, je ne pouvais pas. Et j'ai pris le pli de ne pas aller au cours, et je n'y suis jamais allé. Je n'y suis jamais allé, pendant toute ma scolarité. Il y avait, je dois dire, d'excellents polycopiers à l'époque, ça n'existe plus, mais ils étaient très très bien faits, mais ce n'est pas la même chose quand même que d'aller au cours. Et donc conséquence aussi, enfin en passant, c'est que je ne me suis pas fait d'amis, sauf à partir de la troisième année en TD. Mais la façon normale de se faire des amis, je pense, à la fac, c'est de retrouver en TD des gens qu'on a vus en amphi. Et moi, ça n'a pas été mon cas. Voilà. Mais à partir de la troisième année, tout a été bien. Et mes amis actuels sont des gens avec qui j'étais devenu ami en troisième ou quatrième année à la fac. Et vous nous aviez dit que vous aviez reçu l'enseignement d'Henri Mazot. Oui, alors mes 4 années de droit civil étaient avec Henri Mazot. Alors là, c'était pas un poli, c'était les leçons de droit civil, et que je trouvais très bien parce que très logique, très clair. Ça m'a bien convenu. Voilà. Par la suite, mon ami,
j'ai rencontré un peu après le professeur aujourd'hui Yves Lequette. Lui avait suivi les 4 années de Jean Carbonnier et en avait gardé un enthousiasme peut-être plus fort que celui que j'ai eu pour Henri Mazot, mais d'autant plus que je ne suivais pas ses cours alors que lui suivait les cours de Carbonnier. Et donc j'aime beaucoup le droit civil, et, enfin spécialement le droit des obligations. Et donc un moment marquant, c'est la découverte du droit international privé, de la place du raisonnement. Oui, et surtout une matière, à l'époque, ça a changé malheureusement, à l'époque c'est une matière qui était présentée, enfin qui s'était formée d'abord et puis ensuite était présentée comme une pure construction intellectuelle à partir de la nature des problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de texte, il y avait l'article 3 du Code civil, mais en fait on lui fait dire aujourd'hui autre chose que ce qu'il dit, donc ça ne comptait pas tellement. Il y avait de la jurisprudence, c'est effectivement à la fois doctrinal et jurisprudentiel, mais toujours présenté comme, à partir de la nature du problème, la façon la meilleure de le résoudre, tant d'abord au point de vue des méthodes, qu'ensuite au point de vue de l'affinement du contenu des règles de conflit de loi. Voilà, et donc ça existe ça n'existait en tout cas dans aucune autre matière. Et puis c'est en plus de ça, c'est une matière passionnante en dehors même de cet aspect particulier. Est-ce que vous avez des souvenirs peut-être de Batifolles, ou comment Batifolles expliquait ces problèmes, justement, comment vous y intéressez à ces problèmes? Alors, j'allais pas au cours en 4e année, toujours pour les raisons que j'avais dites, mais en revanche, à partir des études doctorales, j'allais à ces cours, et il n'y a pas que le droit international privé, effectivement, qui m'a subjugué, il y a Batifolles. Parce que sa façon, enfin c'est lié quand même, mais de parler en raisonnant, en même temps étant extrêmement clair, séduisant. Même physiquement, on ne peut pas dire qu'il était beau, mais il y avait quelque chose, il avait un charme. Alors il avait aussi un défaut, mais qui ne m'a pas gêné, sauf dans une occasion où je dirais peut-être un mot, si j'ai le temps. Il avait un défaut de prononciation, c'est-à-dire que la plupart des étudiants ne comprenaient rien de ce qu'il disait. Voilà. Moi, je comprenais. Ce défaut ne me gênait pas. Mais en même temps m'amusait, ce qui fait que je l'imitais. Et je l'imitais notamment à la maison. Et alors, l'aspect un peu gênant, c'est que vers la fin de la rédaction de ma thèse, je lui avais remis le dernier chapitre qu'il avait emporté dans un colloque pour le lire. Et donc, je reviens de la bibliothèque chez moi, et ma femme, enfin future femme, me dit d'un air un peu inquiet, « C'était bien toi, tout à l'heure, au téléphone, qui imitait Batifolles ?» Et c'était pas moi. C'était lui. Et d'ailleurs, je me suis senti extrêmement malheureux. Alors, je ne l'ai pas appelé. Mais là, et j'attendais qu'il me dise est-ce que je pouvais soutenir ma thèse ou pas. Il m'a appelé. Il m'a dit oui, j'ai votre thèse, je suis très favorable à la soutenance. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je comprenais quand il parlait comme ça. Et puis à la fin de la conversation, donc qui était très agréable, voilà, il me dit oui, dites-moi, tout à l'heure, j'ai appelé chez vous, votre numéro de téléphone, c'est bien, il dit le numéro. Je dis oui, monsieur le doyen, c'est bien ça. Ah bon, parce que, figurez-vous, j'ai appelé tout à l'heure ce numéro, et je suis tombé sur une brave dame, qui m'a répondu de façon bizarre. Ah, écoutez, monsieur le doyen, je ne comprends pas, je ne sais pas. Voilà. Et il a conclu en disant « Enfin, passons ». Parce que c'est peut-être pas la première fois que quelqu'un l'imitait. Voilà. Donc voilà. Peut-être le choix de la thèse, justement, avec Henri Batifolles. Oui. Alors, donc je voulais faire ma thèse avec lui. Et il m'a proposé un premier sujet
le droit applicable aux sociétés multinationales. J'ai recherché, il n'y avait rien pratiquement. Et donc, je lui ai dit, je suis désolé, monsieur le doyen, après avoir passé, je ne sais pas, mettons 2-3 semaines, je ne vois pas ce que je pourrais dire là-dessus, ou ça serait très très bref. Bon, alors il m'a donné un autre sujet, mais qui avait été traité par Niboyet il y a quelques décennies, mais c'était le statut réel. J'ai réfléchi aussi, je me dis, j'ai rien d'intéressant à dire là-dessus. Et puis, en parallèle de cette découverte négative, j'ai eu une idée. Et je lui ai proposé. Et il m'a écrit. J'ai gardé la lettre, enfin, petite lettre. C'est un domaine tout à fait nouveau que vous vous proposez de traiter. Je vous donne rendez-vous. Non, téléphonez-moi pour que nous prenions rendez-vous. Voilà. Et donc, c'est le sujet que j'ai traité. Voilà. Et donc le sujet, c'était la distinction entre règles et décisions en droit international privé. Et comment vous avez eu cette idée à ce moment-là, au début de votre thèse? Alors c'est d'une part grâce à Batifolle, et même si ma thèse est un peu critique en fait, Batifolle, mais c'est grâce à lui, et aussi certaines lectures que j'avais faites. Et notamment la lecture de Motulski, le principe d'une réalisation méthodique du droit privé, et spécialement ce qui n'était pas du tout enseigné, et ce qui, à vrai dire, à ma stupéfaction, ne l'est toujours pas dans les facultés de droit françaises, c'est que la règle de droit n'est pas seulement générale et abstraite, mais elle est aussi hypothétique. Et ça, c'est extrêmement éclairant. En tout cas, ça m'a éclairé pour trouver mon sujet. Donc, ce que Batifolle avait dit, il parlait, je crois, le droit applicable en matière de statut réel, ou de bien plutôt, ou de propriété. J'ai oublié le titre exact. Bref. Et à un moment, il vient à parler des nationalisations. On était à l'époque des nationalisations algériennes. Et il est amené à dire la loi applicable à la nationalisation est la loi du siège de l'entreprise que l'on nationalise. Et ça m'a paru tout de suite bizarre. Et en sortant du cours, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens de parler de la loi applicable à la nationalisation, puisque la nationalisation est une loi. C'est à partir de là que j'ai constaté qu'il y avait des lois. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, au fond, cette loi-là? C'est que c'était une décision. C'était pas une règle générale et abstraite, c'était le législateur nationalise toutes les entreprises de semoulerie de plus de tel chiffre d'affaires. Une décision collective. Et donc, alors je me suis mis à dire bon, qu'il y a une distinction entre des règles et des décisions qui peuvent ressembler à des règles, ne pas être individuelles comme le sont en général les décisions, notamment les jugements. Et à partir de là, ensuite, en réfléchissant, je me suis dit que la distinction des méthodes, la distinction principale des méthodes en droit international privé, c'est-à-dire, plus que des méthodes d'ailleurs, des types de problèmes, c'était le conflit de loi d'un côté et la reconnaissance des décisions de l'autre. Et que, eh bien, ces lois telles que une nationalisation, qui sont des décisions, devaient relever de la méthode de la reconnaissance, puisqu'elles ne soulèvent pas de problème de choix de loi, puisqu'il y a juste une loi algérienne, et puis elle est en conflit avec rien d'autre, il n'y a pas d'équivalent ou même de contraire dans aucune autre législation. Donc le problème c'est bien de reconnaître cette loi, et non pas de choisir entre plusieurs lois. Voilà, en gros, c'est ça mon idée que j'ai soumise à Henri Batifolle et qu'il a agréée. Voilà. Et est-ce que vous avez peut-être un souvenir de la manière, parce que vous disiez c'était un peu critique de Batifolle, dont il l'a agréé, et puis ensuite la réception
Non, mais il n'avait aucune espèce de recul, de volonté d'imposer sa vision des choses. Aucune. Il était totalement ouvert. Et je crois convaincu, en tout cas la préface qu'il a faite est très élogieuse et positive, je veux dire, positive sur les idées. Non, c'était un grand maître, Henri Battifolle. Non, et alors, je l'ai peu vu. C'est-à-dire mon expérience quand j'ai dirigé des thèses était assez différente. C'est-à-dire que je voyais les étudiants très souvent. Et en plus, sur beaucoup d'années. Moi, j'ai fait ma thèse en 2 ans, et je l'ai vu une fois, au milieu, plus ou moins. Il m'a dit, c'est très bien. Voilà. En gros, c'était parfait. Et donc, voilà. Et après c'est la soutenance. Bon. La soutenance, justement. La soutenance, c'est extrêmement mal passé. Je n'ai jamais assisté à une soutenance qui se soit aussi mal passée que la mienne. J'ai entendu parler d'une ou deux autres qui ont été pires. Mais moi, j'ai assisté quand même, participé à beaucoup de soutenances de thèse, et d'approchant la mienne, j'en ai pas eu. Parce que j'avais 4 membres du jury, et je leur, comment dire, il n'y a pas de reproche de ma part contre eux de ne pas avoir compris ma thèse ou apprécié. Donc il y avait Battifolle, et puis Berthold Goldman, Yvon Loussouarn et Philippe Mallory dans l'ordre où ils se sont exprimés. Alors Battifolle ayant lui parlé en dernier, d'ailleurs pour dire très peu de choses, comme c'était pas encore l'usage, mais comme ça l'est devenu, et c'est bien. La seule chose qu'il a dite pratiquement, c'est quand Mallory qui parlait en dernier était lancé dans un discours où il ne restait absolument rien de ce que j'avais écrit. Il a mis sa main sur son bras et dit « Cher ami, on pourrait peut-être maintenant passer à la délibération. » Mais donc, ça a commencé par Goldman. Est-ce que j'ai le temps de rentrer dans ces détails? Parce que ça m'amuse de le raconter, donc je risquerais d'être trop long. Non, bon. Goldman fait quelques compliments quand même. Des compliments importants. Mais il me dit, mais alors, vraiment, vous exagérez. Parce que, par exemple, à propos de la doctrine italienne de la réception, et il montre son exemplaire, il y a 2 pages entièrement rayées. Et il me reprochait d'avoir critiqué cette doctrine, moi, petit jeune, thésard, alors que les grands auteurs italiens, voilà. C'est assez désagréable de voir qu'en lisant ma thèse, il l'a rageusement rayé. Ensuite, il y a eu Loussouarn. Alors Loussouarn aussi a fait des compliments. Mais, à un moment, il est devenu tout rouge. Il rougissait facilement, et puis il a la robe qui est claire aussi. Et il dit, mais alors j'aimerais quand même comprendre Monsieur Maillère, hein, comment il se fait. Bon, j'ai commis un ouvrage avec mon collègue Jean-Denis Bredin, droit du commerce international, que tout le monde n'a pas apprécié, parce que Francescakis l'avait descendu en flammes. Et donc j'aimerais comprendre pourquoi vous ne l'avez pas cité. J'avais une raison de ne pas la citer, mais ce n'était pas une bonne raison, mais dans ce livre, très bon par ailleurs, je ne partage pas l'opinion de Francescakis, il y avait beaucoup de choses qui étaient reprises d'articles que l'un ou l'autre avait déjà écrits. Et sur mon sujet, il y avait justement un article qu'ils avaient écrit. Alors je m'étais dit, en rédigeant, est-ce que je cite l'article ou est-ce que je cite le traité? Et j'avais pensé que c'était mieux, plus focalisé, de citer l'article, et que du coup, je n'allais pas citer le traité, parce que ça montrerait que c'était la même chose. Mais je ne pouvais pas lui répondre ça. Et donc, j'ai simplement bégayé. Je ne sais pas, monsieur le doyen, je ne comprends pas. Effectivement, vous avez raison. Après, par la suite, il était membre du jury d'agrégation qui allait s'ouvrir. Donc, je dis, c'est foutu pour l'agrégation. Mais non, parce que le rencontrant à Assas, à l'époque des oraux, il m'a dit, vous savez, Maillère, il était très sympathique, en fait, Yvon Loussouarn.
l'histoire là de droit du commerce international, c'est oublié. Maintenant, si des collègues membres du jury s'en rendent compte, j'y pourrais rien. Mais personne s'en est rendu compte. Voilà. Alors ça, c'était Loussoirne. Et après, il y a eu, donc finalement, Mallory, dont j'ai dit que c'était une espèce de destruction où on prend un mur en pierre et on enlève chaque pierre et il ne reste plus rien du tout à la fin. Voilà. Alors, j'ai quand même eu mention très honorable et félicitations. Ou je ne sais pas s'il y avait les félicitations à l'époque. Enfin, le niveau le plus élevé, je crois que c'était très honorable. Oui. Et c'est ensuite, donc juste après que vous passez l'agrégation et que vous arrivez à Caen. Voilà. Une fois âgé comme professeur. Voilà. Alors on m'avait réservé. Donc, cette année-là, l'agrégation se passait tardivement. Elle se terminait vers au mois de novembre ou décembre peut-être. Et donc j'arrivais en cours d'année. Mais on m'avait gardé 2 cours, qui étaient le cours de droit du travail et sécurité sociale, cours annuel à l'époque. Droit du travail et sécurité sociale, d'une part, et droit processuel, je ne sais pas si ça dit encore quelque chose, ça s'enseigne encore le droit processuel, oui, mais c'était une création qu'avait faite Motulski peu avant, à Nanterre, qui est une réflexion sur la procédure en général, qu'elle soit pénale, administrative ou civile ou commerciale, voilà. Donc, et alors j'ai fait ces cours et à la fin de l'année j'ai eu presque une dépression nerveuse parce que alors le droit du travail, j'ai pas d'atome crochu avec cette matière, la sécurité sociale encore moins. Alors que j'ai vu, en écoutant un cours de Dupérou, que ça pouvait être passionnant. Mais moi, je n'étais pas capable, je ne connaissais pas cette matière. Quand on découvre une matière pour l'enseigner, ce n'est pas l'idéal, en fait. Et donc ça ne devait pas être un bon cours. Et puis, en plus, c'était le début des années 60, des terribles années 70, où tous les étudiants étaient gauchistes, et moi, je ne l'étais pas. Alors, je me rappelle que, parlant du droit de grève, je dis, bien, le droit de grève, sacré, très important, essentiel, une grande conquête, mais néanmoins susceptible d'abus. Alors là, j'entends une voix, l'étudiant qui dit à son voisin, il est vraiment pas possible, ce mec. Donc, voilà, je ne plaisais pas. Et donc ça c'est pour le droit du travail et la Sécu. Et pour ce qui est du droit processuel, c'est un cours extrêmement difficile à faire. Et au début, c'était pas un grand auditoire, peut-être 25 étudiants au début. À la fin, il en restait 3. Et ça, c'est très déprimant. Ou bien c'est des aspects de puisqu'il y a 2 aspects dans le droit processuel, ou bien on compare les diverses procédures en disant ben, en administratif c'est comme ci, puis en pénal c'est comme ça, c'est pas passionnant. Ou alors on s'élève, on parle des grandes notions, l'intérêt à agir, la notion d'action, etc., etc. Ça c'est très intéressant, mais ça n'intéressait pas les étudiants. Voilà. Je n'avais pas réussi à le rendre intéressant. Puis c'était la première fois que je faisais cours de ma vie. J'avais jamais fait cours, j'avais fait des TD. Donc peut-être pas la manière.